Sur les éléments de diagnostic que vous posez pour commencer, je pense que je peux partager la plupart d'entre eux sur le contexte européen, bien sûr, objectif de Lisbonne en particulier, auquel vous faisiez implicitement référence, sur les forces émergentes en matière de localisation d'activité, en matière de circulation de la main-d'œuvre, notamment ces fameux créatifs auxquels vous faites référence, dont on sait qu'effectivement ils sont très chassés, on ne les a pas toujours très bien identifiés, mais on les chasse beaucoup, et vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Également sur les logiques de localisation d'entreprises genre IKEA, mais aussi les logiques de déplacement et de mobilité des habitants et donc des consommateurs IKEA, bien sûr. Je crois qu'on est tous confrontés un peu à cette évidence que nos pratiques, tout individu pris en compte, avant peut-être de rentrer dans le détail, nos pratiques de l'espace évoluent sensiblement, avec une plus grande mobilité indiscutablement, et probablement, au moins en apparence, et c'est peut-être là que je vais commencer à introduire un bémol dans ma façon à moi de procéder à un diagnostic, que nos pratiques de déplacement tendraient, au moins en apparence, encore une fois, à s'émanciper des cadres institutionnels. Ceci dit, même s'il y a dans le contexte général, qu'il soit européen ou qu'il soit régional, une tendance à une certaine forme de montée en puissance de modes de fonctionnement qui seraient plus libéraux, sans connotation du tout de ma part pour ce qualificatif, du côté des entreprises ou du côté des individus, là où je pourrais peut-être faire un diagnostic un peu différent du vôtre, c'est que j'ai le sentiment que la puissance publique n'est pas forcément aussi absente de ces évolutions que ce que vous pouvez dire. Alors je ne connais pas du tout l'exemple de Stuttgart, donc je ne peux pas du tout réagir sur l'exemple de Stuttgart, mais puisque vous avez mis en avant les reconfigurations en matière de production économique autour des clusters, on connaît très bien en Europe certains clusters qui ont été portés à bout de bras par les autorités locales et qui doivent une grande partie de leur succès à l'implication très forte des autorités locales. Alors, peut-être que Stuttgart est un exemple de gouvernance un peu mixte, finalement, où il y a des initiatives des entreprises locales, mais peut-être aussi du Bade-Württemberg dans sa totalité, ou peut-être de la ville de Stuttgart, je ne sais pas. Il y a certainement aussi des clusters et des formes de réorganisation comme ça de la production économique qui relèvent essentiellement d'initiatives des entrepreneurs. On a un très bel exemple pas loin d'ici, la vallée de l'Arve, qui est d'abord et avant tout, qui est un peu considéré comme un archétype des clusters ou des systèmes productifs locaux ou des districts industriels, selon à quelle hauteur on fait référence pour théoriser la chose, où l'accompagnement des autorités locales a été très faible, ce qui n'a pas empêché un accompagnement des autorités régionales ou nationales. Il y a d'autres exemples de clusters où, au contraire, on voit très bien à l'œuvre les autorités locales avec une étonnante capacité à s'impliquer dans ces opérations-là. Et les deux exemples que j'ai en tête, là, le plus spontanément possible, c'est le Pays Basque d'abord et puis Grenoble ensuite. Pour juste ouvrir cette petite parenthèse, comme ça permet de multiplier un petit peu les exemples, le Pays Basque, vous le savez peut-être, est entré dans une crise économique très grave au milieu des années 70. Il fait partie de ces régions magistralement touchées par la première des trois crises économiques auxquelles vous faisiez référence, et que dans le contexte que vous connaissez par ailleurs, parce que c'est le seul qui soit véritablement médiatisé, bien sûr, d'exacerbation de l'identité régionale, linguistique et culturelle, et l'enjeu de la constitution des autonomies régionales en Espagne, il y a eu un très gros travail en interne, plus important encore que ce qui s'est passé en Catalogne, d'identification des points forts et des points faibles de ces trois provinces, puisque vous savez qu'il s'agit de trois provinces différentes, et de définition d'une stratégie en matière de développement économique et culturel. Et ça a donné quoi? Ça a donné une région composée de 11 branches économiques qui sont considérées comme étant prioritaires, sur lesquelles les priorités en matière de financement public et privé ont été mises, avec le souci de à la fois mettre l'accent sur les domaines économiques sur lesquels le Pays Basque pouvait présenter un potentiel de développement important, c'est-à-dire évidemment pas la sidérurgie, mais plutôt d'autres activités qui étaient émergentes, et avec le souci de coupler développement économique par l'industrie ou les services et le développement économique par les initiatives culturelles et l'image culturelle. Et vous savez que c'est dans ce contexte-là que le musée Guggenheim de Bilbao a été décidé. C'était une opération de structuration régionale d'abord et avant tout, dont on connaît essentiellement la phase culturelle, parce qu'il s'agit d'un très grand équipement, et vous avez fait référence à ce genre d'équipement tout à l'heure, mais qui participe d'une véritable stratégie de repositionnement de la région, à la fois bien sûr en Espagne et en Europe, et de tissage de liens d'un nouveau genre, et là je vais tout à fait dans votre sens, entre un grand financeur du monde culturel, évidemment la Fondation Guggenheim elle-même, qui a mis quand même très peu d'argent dans l'affaire, la puissance publique et les entreprises locales qui ont à peu près décroché 90-95% des marchés du musée de Bilbao.
Donc c'est un exemple, à mon avis, une illustration de cette capacité que certaines institutions, quel qu'en soit le niveau, parce que là il y avait les villes, tout comme les provinces, tout comme la région qui s'étaient impliquées dans l'affaire, peuvent avoir, en partenariat bien sûr, avec les entreprises locales ou avec les chambres de commerce probablement, pour définir ce que vous identifiez comme étant de la gouvernance, peut-être une forme de gouvernance émergente, mais qui ne met pas de côté la puissance publique en tant que telle. Alors c'est vrai que quand on part de la situation de la métropole lémanique pour réfléchir à ce problème, on est confronté à une situation un peu particulière où de toute évidence, il n'y a pas du tout d'entité politique qui puisse correspondre à cet espace fonctionnel qu'on a tous un petit peu en tête, auquel vous avez fait référence et bien sûr qu'a beaucoup théorisé Michel Bassan. Mais l'Europe n'est pas composée d'entités administratives nécessairement comparables au canton suisse, ni même aux modalités même de répartition des compétences ou de travail entre les institutions, tel que ça peut être le cas en Suisse. Et il y a quand même, dans des régions européennes, je prenais l'exemple de l'Espagne, mais c'est le cas ici de la France, ou c'est le cas aussi de l'Allemagne, vous avez les entités politiques, classiques d'une certaine façon, qui sont tout à fait capables en termes de périmètre et en termes de compétences, après ce qu'elles en ont la culture, c'est tout autre chose, hein, mais tout à fait capables, a priori en tout cas, de prendre en charge ou de contribuer de façon absolument décisive à des opérations de développement économique, voire même de restructuration territoriale qui pourraient prendre en compte à la fois l'intérêt des entreprises, mais aussi les pratiques habitantes telles qu'on peut les observer. Et encore une fois, de ce point de vue-là, l'exemple de Grenoble, sur lequel je serai beaucoup plus court, est intéressant à suivre parce qu'avec la série de révolutions industrielles qui sont produites à Grenoble depuis l'invention de l'hydroélectricité dans les années 1860, on a vu passer l'économie de la ville par 3 ou 4 activités dominantes, la toute dernière étant les nanotechnologies sur lesquelles Grenoble veut se positionner comme étant un leader mondial, avec une étonnante implication de la puissance publique, que ce soit la commune de Grenoble, que ce soit l'intercommunalité à la française, ce qu'on appelle la métro à Grenoble, ou que ce soit la région Rhône-Alpes. Donc, nouvelle forme de gouvernance émergente indiscutablement, modalités extrêmement variables au cas par cas selon les configurations territoriales, selon la qualité ou la quantité des acteurs impliqués, bien sûr, mais là où j'ai envie de moduler votre proposition, c'est que la puissance publique peut être extrêmement présente dans ce genre d'opération, et j'aurais même tendance à dire, et c'est peut-être là que la différence entre votre analyse ou votre proposition et la mienne va apparaître la plus marquée, doivent être partie prenante. Pourquoi doivent être partie prenante? Parce que ce que je redoute beaucoup, pas tellement dans votre présentation là maintenant, mais peut-être dans la façon qu'on peut parfois avoir de promouvoir des formes de gouvernance alternatives, mais je ne sais pas du tout si c'est votre point de vue, c'est de mettre en avant deux figures qui sont deux figures intéressantes, qui nous permettent de comprendre le monde contemporain, mais qui sont de mon point de vue des figures très insuffisantes, c'est-à-dire celle du consommateur et celle de l'entrepreneur. Donc nous sommes tous consommateurs, certains d'entre nous sommes des entrepreneurs, et on a besoin, en tant que consommateurs, des entrepreneurs, et il s'agit évidemment de personnages qui sont décisifs et qui sont absolument nécessaires. Mais je redoute un peu la perspective d'une réflexion territoriale qui minimiserait le poids des institutions publiques au bénéfice du poids du consommateur ou de l'entrepreneur, sous prétexte qu'ils réorganisent l'espace avec leur propre logique de spatialité. Pour la bonne et simple raison que les individus que nous sommes des consommateurs, sommes des usagers du service public, bien sûr, mais on est aussi autre chose. On est aussi des habitants, on est aussi des citoyens, pour reprendre une typologie qui a été utilisée par pas mal d'auteurs depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que nos individualités combinent finalement ces différentes facettes et nos différentes façons d'être en société et de faire société. Et je redoute pas grand-chose de pire qu'une société de consommateurs. Même si on atténue, on euphémise le concept de consommateur en parlant de consommateur, dans lequel je ne crois pas beaucoup, parce qu'on est tous tiraillés entre des logiques de consommation qui sont un peu hétérogènes et qui ne vont pas toujours dans le sens de la consommation. Donc il me semble que, et ce n'est pas simplement un point de vue idéologique, c'est aussi un point de vue très empirique, quand on étudie les pratiques spatiales ou les investissements territoriaux des uns et des autres, on s'aperçoit très bien, il y a pas mal d'études intéressantes qui ont été faites là-dessus dans pas mal de pays européens, on s'aperçoit très bien qu'on a des spatialités qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus dilatées, qui fonctionnent de plus en plus en réseau ou en connexion, et effectivement on peut habiter Lausanne, et puis aller à Ikea, et puis de temps en temps aller à Genève, et puis éventuellement aller dans les bois derrière Lausanne. Bref, on a des spatialités qui se transforment, la morphologie de nos spatialités se transforme. Par contre, nos territorialités ne se transforment pas tant que ça. Et ce que j'appellerais les territorialités, c'est l'investissement symbolique dont nous sommes aussi
des acteurs, mais cette fois-ci en tant qu'habitant ou en tant que citoyen. Et on va pouvoir, tout en allant à Ikea et tout en allant au Festival de Jazz de Montreux, être amené à investir plus spécialement tantôt l'activité politique à l'échelle de ma commune, tantôt tel ou tel réseau planétaire parce que je suis un écologiste convaincu ou parce que je suis un promoteur convaincu de la coopération décentralisée. Donc je vais avoir une territorialité, je ne parle pas de moi, vous l'avez compris, mais je parle de l'individu lambda, entre guillemets, qui est très souvent amené à combiner des pratiques spatiales qui vont dans le sens de votre remarque initiale et des investissements territoriaux qui sont très rarement équivalents à ces pratiques spatiales. Autrement dit, quand on se pense citoyen, et heureusement beaucoup d'entre nous nous pensons encore citoyens, et j'ai le sentiment que ça ne baisse pas du tout, quand nous sommes habitants, on n'est pas citoyen et habitant à Ikea, à ma connaissance. On va à Ikea pour faire des courses, pour trouver des nouveaux modèles du design suédois, et éventuellement faire des affaires. Mais on a des pratiques spatiales qui ne correspondent qu'à une partie de ce que nous sommes en tant qu'individus. Mais il y a toute une autre partie de nous-mêmes qui s'investit tout à fait différemment dans les lieux et qui relève de ce que j'appelle la territorialité, où il y a des fois de la consommation, des fois pas de la consommation. Ça peut être de la consommation quand on veut absolument aller acheter ses fruits et légumes chez le producteur du coin, ou quand on veut animer des réseaux divers et variés, plus ou moins alternatifs dans la circulation des biens et des marchandises. Mais il y a toute une partie de notre activité qui investit des lieux et qui investit des territoires qui, pour certains d'entre eux, sont parfaitement conventionnels parce qu'il y a parfois un attachement très fort à ces territoires institutionnels. Donc finalement, votre analyse me paraît tout à fait juste sur des mouvements de fond dans l'évolution des pratiques spatiales, mais je crois que ce n'est pas dans le sens d'une alternative, et ce que vous n'avez pas dit d'ailleurs, hein. On n'est pas en train d'abandonner un vieux monde pour promouvoir un nouveau monde, sauf les plus idéologues de ceux qui parlent de ce genre de choses. Je pense qu'on entre et on s'achemine dans un monde de plus en plus complexe, où finalement tous les héritages sont encore là, et sont encore extrêmement opérationnels, y compris l'entité municipale, y compris les appartenances identitaires et culturelles, qui sont fortes et pas seulement en Suisse. Vous savez même qu'elles ressurgissent un peu partout sous des formes qu'on n'avait même pas anticipées il y a 20 ans ou 30 ans, mais avec effectivement des formes tout à fait émergentes, des pratiques de consommateurs ou des pratiques d'entreprise qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans ou il y a 50 ans.